Merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info TV. L'émission, c'est le grand déballage. Tous les week-ends, nous avons rendez-vous les dimanches à partir de 20h30 avec un invité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Harouna Kaboré de Burkina International. M. Kaboré, bonsoir. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bienvenue à Burkina Info TV. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je me porte bien. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous entend pas dans les médias. Pourquoi ce silence? Je pense que je parle dans les médias, mais à travers les activités donc, du think tank Burkina International. La dernière en date, c'est l'atelier sur le développement des projets PPP au Burkina Faso qu'on a organisé les 9 et 10 mars dernier. Et il m'arrive souvent donc d'intervenir sur ma page Facebook en fonction d'une thématique qui m'intéresse. Oui, quand je parle de passation sur les médias, émission Grandeur Nature, parce qu'on vous a vu très actif pendant les événements de la résistance en septembre 2015. Depuis lors, vous êtes retombé dans un certain anonymat. Peut-être que c'est la nature des activités côté engagement citoyen qui font qu'on n'a pas des activités qui nous amènent régulièrement au devant de la scène, parce qu'à Burkina International, nous avons beaucoup de labos citoyens. Nous avons beaucoup des études, on produit de notes techniques, on s'intéresse effectivement donc à rassembler des statistiques, à analyser un certain nombre de choses. Et lorsqu'il y a nécessité, nous faisons donc des ateliers de restitution. On est aujourd'hui en train quand même de travailler à la mise en œuvre des recommandations du colloque que nous avons organisé en octobre 2016. Et souvent, il n'y a pas besoin donc de faire grand bruit autour. Le plus important, c'est l'efficacité, c'est de pouvoir peser sur les politiques publiques. Aux côtés de cela, il faut dire que dans la vie, moi je suis chef d'entreprise et mon activité économique me prend le temps, et je suis souvent au Burkina, un peu dans la sous-région, parce que je suis dans l'énergie et puis bon, ça m'occupe énormément. Alors, est-ce que vous voulez dire que les jeunes comme vous qui sont dans la société civile, qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, n'ont pas d'activité rémunératrice comme il se doit? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la nature de notre think tank, qui est une structure de réflexion, ne nous amène pas certainement donc à être au devant de la scène. Maintenant, les mouvements spécifiques, effectivement, ont leur mode opératoire qui les amène souvent donc à s'adresser aux médias. Je pense que ce n'est pas tellement le cas donc de la configuration de Burkina International. Et j'ai rajouté aussi que nous sommes organisés de telle sorte que ce n'est pas uniquement le président de Burkina International qui intervient. Vous savez, moi je suis le président du conseil d'administration. Nous avons un directeur exécutif du personnel, et en fonction des activités, les autres peuvent bien représenter l'association, et le secrétaire général, le directeur exécutif. Donc ça fait que bon, j'ai pas besoin d'être moi-même au devant des médias. Et vous savez, notre slogan, c'est penser pour peser. À partir du moment où nous avons fait des études, nous avons des éléments, nous essayons effectivement donc à travers des plaidoyers de lobbying à peser sur les politiques publiques pour la mise en œuvre en tout cas donc de ce que nous pensons comme proposition utile à la nation. Donc il n'y a pas souvent besoin en tout cas donc d'être régulièrement... Il fait beaucoup de bruit. Alors, je ne sais pas si c'est du bruit, mais il n'y a pas besoin d'être tout le temps devant les médias. Alors parlons à présent donc de l'actualité nationale. Vous voyez, le Front social, il est bien bouillonnant actuellement, société civile, syndicats. Mais pourquoi vous, à votre niveau, vous qui avez été un des acteurs clés de la résistance de septembre 2015, vous êtes dans le silence aujourd'hui? Pourquoi pas des prises de position fortes, par exemple, sur la situation politique nationale? D'abord, il faut dire que Burkina International, conformément à notre charte, nous sommes partisans. C'est-à-dire que nous ne nous positionnons pas par rapport donc, à des partis politiques, on se positionne par rapport aux valeurs qu'on défend, par rapport aux éléments qu'on a. C'est ce que les autres font aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, lorsque nous n'avons pas une étude complète, nous n'avons pas des éléments concrets, nous ne pouvons pas effectivement donc, juste nous prononcer parce qu'il faut le faire. Et c'est dans cette logique-là, effectivement, donc, qui peut donner l'impression qu'on ne se prononce pas. Mais comme je dis, nous avons fait une analyse de la situation nationale et nous avons fait des recommandations sur l'ensemble des sujets aujourd'hui qui font bruit, notamment sur la sécurité, sur la question de la gouvernance, sur la question de la lutte contre l'impunité, sur la question effectivement donc de la refondation de Burkina Faso. Et ces recommandations-là, aujourd'hui, nous travaillons à leur mise en œuvre et il n'y a pas forcément nécessité effectivement donc de revenir là-dessus. Et sur notre page Facebook, vous remarquerez effectivement donc que le colloque a proposé 134 propositions, 38 recommandations. Donc, sauf si on doit régulièrement revenir là-dessus, or on est plutôt dans le travail pour la mise en œuvre de ces recommandations et de ces propositions-là. Alors, à vous écouter attentivement, vous êtes le fervent défenseur de votre structure Think Tank International. Alors, pour vous, tout est focalisé à ce niveau-là. Vos amis, vos anciens camarades de lutte, parce que vous avez été un responsable étudiantin, battent en brèche tout ça pour eux. Un jeune dynamique doit se mettre au devant de l'actualité quand il le faut, au lieu de se cacher derrière des sujets à réflexion à n'en pas finir, comme ce que vous dites aujourd'hui. C'est vrai. Et tout est complémentaire.
savez, chaque mouvement, effectivement, donc, apporte sa contribution. Il y a des gens qui interviennent, effectivement, donc, dans le domaine donc, du sida. Il y en a qui interviennent dans le domaine de la prise en charge de l'enfance, des gens qui dans le soutien scolaire. Beaucoup d'OSC, effectivement, dans la façon dont leur terrain, font leurs activités. Je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas vouloir, en tout cas, faire les choses à la place des autres qui le font très bien. Donc, s'il y a des gens, effectivement, dont l'activité, c'est être au devant de la scène, effectivement, de se prononcer, c'est une très bonne chose. Mais si je n'ai pas d'éléments pour être sur la scène, effectivement, pour prononcer et taper souvent, ça ne sert à rien, au risque, effectivement, donc, de vouloir jouer, effectivement, le médiatiquement. Du reste, aujourd'hui, nous avons un outil important qui est, j'allais dire, les réseaux sociaux, même si souvent ça ne permet pas à tout le monde de regarder, ou régulièrement, nous donnons nos positions, effectivement, en fonction des sujets. Donc, les sujets qui ont défrayé la chronique actuellement, et si vous me donnez des exemples, je pourrais vous dire, effectivement, comment est-ce que je me suis prononcé là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je n'ai pas à rougir, effectivement, donc, si d'autres personnes, effectivement, donc, vont sur des sujets, parce qu'ils sont certainement souvent mieux qualifiés, ils sont certainement, effectivement, souvent mieux outillés, effectivement, pour le faire. Et je pense effectivement qu'il faut saluer cela. Et je tiens à dire qu'il ne faut pas mélanger effectivement. Le mouvement estudiantin, il est ce qu'il est effectivement. Donc, et vous regardez, celle qui m'a sécrété, je vais dire, c'est quand même l'UJEP. Et à ma connaissance, un mouvement comme l'UJEP, comme la NEB, ne sort effectivement donc sur les problématiques effectivement donc qui ont été bien mûries, bien analysées à travers une plateforme, ne se prononce pas sur tous les sujets. Donc peut-être c'est l'école que j'ai faite aujourd'hui qui ne m'amène pas effectivement donc à cette posture-là. Mais il se trouve que vos anciens camarades de la NEB, de l'UJEP, pour beaucoup se retrouvent dans des organisations syndicales aujourd'hui, qui prennent des positions souvent bien délicates, notamment. Allons sur les luttes syndicales pour vous illustrer ce dont nous parlons actuellement. Par exemple, le fonds commun ou encore les statuts particuliers. Vous, à votre niveau aujourd'hui, est-ce que ce sont des questions sur lesquelles il faut trancher définitivement? Je pense que c'est des questions pertinentes et c'est des questions de fond. C'est ce que j'appelle aujourd'hui les tendances lourdes, en tout cas, au lieu effectivement donc qu'on s'intéresse effectivement donc aux basses fréquences. Et ceux qui sont effectivement donc allés dans ce que vous appelez effectivement donc les syndicats, c'est une très bonne chose parce qu'ils respectent effectivement donc une certaine forme effectivement d'orientation parce qu'ils ont choisi certainement des syndicats qui ont la même orientation. Moi, je suis allé au niveau de la société civile et je suis chef d'entreprise comme je vous ai dit. Donc, je vis effectivement de ma vie à travers mes entreprises et à travers mon engagement citoyen et je pense qu'il y a effectivement une complémentarité à ce niveau. Lorsque le combat nécessite qu'on se mette ensemble pour mener des combats communs, on l'a fait. Vous citez tantôt la résistance où il y a quand même une forte mobilisation de l'ensemble des forces vives, des syndicats, des OSC qui ont amené effectivement donc à ce que le général Félon m'adonne effectivement donc le pouvoir. Donc vous voyez, en ce moment, il y avait la société civile, il y avait les syndicats avec des anciens camarades comme Bassoloma Bazier, on a milité ensemble à l'UJEP, qui étaient quand même au devant donc de la scène. Donc je pense que c'est quelque chose effectivement donc qu'il faut saluer, ce que les gens sont en train de faire à ce niveau, et aujourd'hui reconnaître effectivement donc un temps soit peu que nous essayons aussi à notre manière donc de contribuer à avancer. Pour revenir de manière spécifique sur les fonds communs. Avec subtilité, vous avez esquivé la question, il faut en parler, les fonds communs, mais bien entendu, et puis on parle aussi de ce point très important qui est le statut particulier aujourd'hui qui fait débat. Voilà mon analyse et ma compréhension de la situation. Notre pays est un pays qui ne produit pas assez et qui ne produit pas du tout pour pouvoir effectivement donc, j'allais dire, avoir suffisamment donc, de manne financière pour une redistribution qui satisfasse tout le monde. Alors, quand je regarde le phénomène des fonds communs, la question donc des statuts particuliers, moi je regarde tout simplement, sans rentrer dans le fondement de la lutte en disant la revendication elle est juste ou elle n'est pas juste, je me pose juste une question. Est-ce que c'est de cette façon que nous devrions gérer la tirelire nationale? Est-ce que la tirelire nationale qui est constituée de taxes, d'impôts et de dettes, est-ce que nous devrions nous battre effectivement donc pour son partage? Est-ce que nous ne devrons pas effectivement donc penser aujourd'hui à ce qu'on ait beaucoup plus un budget d'investissement beaucoup plus élevé, que nous puissions devenir un pays qui produit pour certainement espérer une meilleure redistribution? Est-ce que c'est dans le contexte de Tony Napoukame, chacun doit effectivement donc taper comme il peut pour arracher effectivement une portion sans regarder effectivement donc, quelle est la meilleure option effectivement pour que l'ensemble de Burkinabé profite. Oui. C'est vraiment des questions que je me pose aujourd'hui et moi je pense que la question des fonds communs, la question des statuts particuliers, la question des statuts autonomes mérite aujourd'hui qu'à un moment donné on pose le débat de fond et qu'on regarde ensemble. La preuve, nous constatons souvent qu'on a des revendications libres qui aboutissent à des accords muta-muta. Parce que, à ma connaissance, lorsqu'on se bat, on doit pouvoir être fier effectivement de brandir officiellement et de montrer à tout le monde les accords, les éléments de la plateforme. Oui. Et après, on doit pouvoir montrer au Burkinabé les accords. Alors, mais aujourd'hui, on a même du mal à savoir
c'est quoi le contenu de certaines plateformes et c'est quoi le contenu de certains accords. Est-ce que c'est parce que les uns et les autres ne sont pas à l'aise là-dessus qu'on arrive effectivement donc dans cette non-transparence? Ça devient intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de franchise aujourd'hui souvent entre les organisations syndicales et le gouvernement dans les débats ou les accords qui sont signés? Mais le dialogue social au Burkina Faso n'est pas à la hauteur des enjeux. Le dialogue social n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que le dialogue social devrait pouvoir produire des résultats au bénéfice de ceux qui réclament, j'allais dire, un mieux-être, et en même temps permettre à l'administration de fonctionner. Aujourd'hui, on est perdu suffisamment de mois en termes de paralyser l'administration. Et à partir du moment où l'administration, le fonctionnement de l'administration a une complémentarité par rapport au fonctionnement du secteur privé, on se rend compte aujourd'hui qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Donc, de façon directe, vous remettez en cause les luttes syndicales telles que menées aujourd'hui au Burkina Faso? Je n'ose pas du tout me remettre en cause les luttes syndicales. Je remets en cause effectivement donc, la qualité du dialogue social qui ne permet pas de produire les effets nécessaires lorsqu'il y a des problèmes qui sont posés, lorsqu'il y a des réponses qui sont données, lorsqu'il y a des questions qui sont soulevées. Il va falloir que le dialogue social permette en tout cas de juguler les crises pour que nous puissions effectivement nous mettre sérieusement au travail. C'est ce qui me pose problème aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas effectivement donc, à trouver la bonne convergence effectivement pour pouvoir avancer. C'est là que se trouve le problème. Ce n'est pas que les luttes ne sont pas fondées, ce n'est pas que souvent certaines réponses données au gouvernement ne sont pas intéressantes, mais il faut trouver une solution pour ne pas rester effectivement donc, dans ce pourrissement. De façon radicale, est-ce que pour beaucoup de Burkinabés, certains ont eu le courage de le dire ouvertement, les fonds communs doivent disparaître par exemple? Est-ce que pour vous il le faut? Moi, je pense qu'il faut un débat national sur la question. Je pense que... le Burkina a trop débattu. Les gens parlent de justice tout simplement. Est-ce que pour justice, il ne faut pas faire disparaître le fonds commun? Vous ne pouvez pas faire disparaître les questions, j'allais dire de manière radicale, comme on le dit d'une manière ou d'une autre, sans qu'il n'y ait des éléments, ni qu'il y ait des accords. C'est pour cela que je parle du dialogue social. Parce que les méthodes dont on propose souvent pour régler le problème peuvent être effectivement donc, des méthodes qui accentuent la crise en fait. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait un débat là-dessus. Donc il y a un problème de démarche actuellement au Burkina Faso. Il y a un problème de méthodologie, oui. Il y a un problème d'approche par rapport au dialogue social. Ça ne pose pas de problème que les questions soient mises sur la table. D'ailleurs, le gouvernement a prévu mettre en place un haut conseil du dialogue social. Moi, je demande qu'on l'opérationnalise. Qu'on le personnalise et qu'on mette toutes les questions effectivement qui sont posées au débat et qu'il y a Il y a tant de structures de débat au Burkina Faso. Est-ce que ça, on en a besoin? Est-ce qu'il ne faut pas aller directement dans les actes concrets que d'ouvrir encore d'autres cas de discussion dans ce pays? On en a connu assez. Mais qu'est-ce que vous appelez actes concrets? Le débat est quelque chose de concret. C'est parce que quand le débat est mal mené qu'il n'aboutit absolument sur rien. Si le débat est mal mené, c'est l'interlocuteur qui doit bien se corriger. Mais les acteurs ça veut sociaux... dire qu'au banc des accusés, si on vous écoute attentivement, c'est le gouvernement qui en est responsable. Les acteurs concernés, effectivement, donc, sont responsables du fait que nous n'avons pas un dialogue social fécond. Vous faites allusion à qui? Le gouvernement ou les syndicats? Parce que quand il y a un dialogue, c'est quand même deux personnes. Quand il y a antagonisme, c'est quand même entre deux personnes. Et c'est aujourd'hui, au niveau du Front social, on voit ce qui se passe. À mon avis, il va falloir effectivement donc, rendre tous les problèmes effectivement publics. Et avant les élections présidentielles, j'ai souvenance que les centrales syndicales avaient, j'allais dire, mis sur la place publique un certain nombre de revendications et ils avaient attiré l'attention de 14 candidats. Burkina International a organisé une étude et un panel sur les enjeux de la traite sociale pour une gouvernance post-transition. Et nous avons fait des recommandations. Nous avons indiqué que dès l'entame effectivement donc, de la gestion post-transition, il fallait certainement engager tout de suite effectivement donc, un dialogue pour traiter ces questions-là, avoir une vision programmatique année par année en fonction des possibilités de l'État, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes, comment est-ce qu'on peut les résoudre et prendre l'opinion publique à témoin sur les différents engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et la période nécessaire à planifier et à prendre ces décisions-là pouvait être une période de 3 mois, 4 mois, 6 mois, est ce que nous appelons la trêve sociale. Mais aujourd'hui, le dialogue n'a pas permis de produire les effets. Parce que les gens se regardent dans un chien de faïence. Parce qu'on est effectivement dans des positions inconciliables. Et du coup, on continue de tourner et chaque mouvement dans un secteur appelle un mouvement dans d'autres secteurs et ainsi de suite. Nous sommes en train d'avancer. Les candidats, à l'image du candidat Roch Kaboré, quand il était candidat, il n'a pas vendu un rêve au syndicat qui le rattrape aujourd'hui, à l'image des autres candidats à la présidentielle. Je ne sais pas de quel rêve vous parlez, mais moi je sais que l'ensemble des candidats se sont engagés effectivement à apporter des réponses aux aspirations du peuple. Bon, et je sais aujourd'hui... Dans son slogan, on disait que c'était Roch la réponse. Est-ce que franchement, il est la réponse aujourd'hui selon vous? Je pense que le président du Faso propose des solutions aux problèmes des syndicats. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses qui sont réglées et il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. C'est pour cela que je dis qu'il faut continuer effectivement donc à avoir un dialogue social fécond qui permet de régler les problèmes de manière programmatique en fonction donc des possibilités de l'État pour qu'on avance là-dessus. Parce que ces problèmes qui sont posés, il va falloir bien
Les résoudre. Ce Mais les dialogue en résoudre à question. quel moment? Résoudre de quelle manière? Résoudre dans quelle temporalité? C'est ça le problème en fait. Alors, ce dialogue en question, faut-il qu'il y ait peut-être cette rencontre utile entre les responsables syndicaux et le président du Faso lui-même, que de toujours laisser ses interlocuteurs faire le travail à sa place, le Premier ministre et les membres du gouvernement? Je pense que l'organisation de l'action gouvernementale incombe certainement donc, à l'exécutif. Comment est-ce qu'il décide donc d'aborder les questions, d'avancer. Mais je suis d'accord qu'à un moment donné, si on continue donc de cette manière-là, peut-être que ce serait nécessaire que le président du Faso, effectivement, donc certainement descende de temps en temps dans l'arène pour essayer donc de régler les problèmes. Mais en même temps, les solutions que le président du Faso a ne sont pas différentes forcément des solutions que le Premier ministre ou le ministre de l'administration a. Parce que ce n'est pas sur le budget de la personnalité aussi. Parce que sur le budget de la présidence. Le syndicaliste, c'est quand même vous sur dira... la tirelire nationale. Oui, mais le syndicaliste vous dira, quand je suis en face du président, je suis sûr que l'engagement qu'il prend en tant que chef de l'État, il est obligé de le respecter que le ministre. Le ministre peut prendre un engagement pour revenir sortir, pour dire autre chose, mais le chef de l'État, sa parole est d'or, comme on dit. C'est lui qui a été voté par les Burkinabés au-delà de tout ce qu'on peut dire. Moi, je n'ai pas du tout, effectivement, dans cette approche de la gestion des questions nationales. Je pense tout simplement qu'un ministre... Macron, quand il est arrivé, il n'a pas laissé le soin à ses premiers ministres ou à ses membres du gouvernement de rencontrer les syndicats. C'est lui-même qui a commencé à rencontrer les responsables syndicaux. C'est un choix, c'est une démarche. Mais je pense que ce que le président Macron propose aux syndicats, c'est exactement ce que l'État français, effectivement, est capable de proposer aux syndicats. Et je pense qu'il n'est pas normal qu'il y ait une possibilité de régler les problèmes et que le président du Faso veuille attendre que le ministre, effectivement, donc, propose des choses qui ne tiennent pas la route, que le Premier ministre propose quelque chose qui ne tient pas, et lui, maintenant, il vient trouver la solution. Ça ne sera pas une bonne démarche. S'il y a une solution, une bonne fois pour toutes, à mon avis, que ce soit proposé par le ministre et que ce soit mis en œuvre, le plus important, c'est que les gens aient gain de cause. Le plus important, c'est qu'on puisse dire la vérité de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Que ça vienne du président du Faso, le Premier ministre ou le président, je pense que la finalité, c'est la satisfaction des problèmes qui sont posés. Mais je trouve que le dialogue social n'est pas à hauteur des enjeux parce que... Et cette responsabilité incombe à qui finalement? Si le dialogue social n'est pas à la hauteur des enjeux, qui en est responsable? Ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui sont en train de discuter. Parce que lorsqu'une plateforme est déposée, lorsque un pouvoir dit « je peux faire ceci et je ne peux pas faire cela », il faut qu'il y ait une transparence, une communication pour que l'opinion, effectivement, puisse savoir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Lorsque le pouvoir est capable de faire des choses, il vaut mieux les faire, effectivement, donc à temps, pour ne pas laisser les choses s'enliser avant de certainement donc trouver des réponses. Lorsque ce n'est pas possible, il faut aussi dire et rester effectivement donc ferme sur ce qui n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, si on ne tranche pas, en tout cas on s'enlise. Il faut trancher dans un sens ou dans un autre. On a vu le projet de loi sur les libertés syndicales qui n'a pas abouti. Peut-être c'était là un début de solution selon vous. Peut-être réglementer la lutte syndicale au Burkina Faso. Selon vous, est-ce que ça peut être une alternative? Il faut veiller au respect des droits qui sont garantis dans notre Constitution. Le seul terme qu'il faut accompagner au fait qu'il faut garantir les droits, c'est la responsabilité. Parce que le droit de grève est garanti dans notre Constitution. La possibilité effectivement de manifester est garantie dans notre Constitution. Donc on ne peut pas enlever ce droit aux gens parce que c'est un droit qui a été acquis par de grandes luttes où des gens ont risqué leur vie, où des gens sont morts. Donc on ne peut pas aujourd'hui enlever ce droit de grève-là. Mais on peut quand même appeler effectivement à la responsabilité des différents acteurs pour qu'on regarde ensemble comment de manière programmatique on est capable de régler les problèmes à l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4. Parce que le Burkina Faso ne se limite pas au mandat du président Roch Marc Christian Kaboré. Vous êtes un chef d'entreprise, vous parlez de programmatique, ainsi de suite, mais le fonctionnaire qui est là, qui travaille 6 mois, 1 an, qui n'a même pas de mandatement, il ne peut pas entendre ce discours de votre part. Ce n'est pas possible. Je suis sur ce plateau effectivement donc, pour donner ma vision des choses, pour dire effectivement donc, ce que je pense. Vous ne gagnerez pas à vous approcher de la réalité. Ma vision des choses effectivement peut apparemment, ne pas être partagée. Vous voulez mener un débat élitiste. Les Burkinabés moyens ne veulent pas de ce genre de débat, ils veulent la réalité. Est-ce que le concret ne voudrait pas que vous reconnaissez qu'il y a un problème de discussion au Burkina Faso? Est-ce que le président lui-même ne doit pas se mettre au charbon aujourd'hui pour appeler les syndicats pour un dialogue franc et sincère pour dire voici ce que je peux faire, voici ce que je ne peux pas faire, que de laisser ses interlocuteurs faire le débat comme il se doit? Nous sommes les premiers à le dire. Nous avons produit un rapport sur les enjeux de la gouvernance, de la transition sociale pour la gouvernance pour transition depuis novembre 2015, avant qu'il y ait une élection. Pas été écouté. Nous avons fait notre travail effectivement d'intellectuel malheureusement. Nous avons transmis les rapports et nous avons dit il y a aujourd'hui un gros problème. Il va falloir attaquer la question effectivement du dialogue social. Et je trouve aujourd'hui qu'il n'est pas à la hauteur parce qu'il n'arrive pas à juguler et qu'il va trouver les bons mécanismes. Maintenant, si la solution réside du fait que le président du Faso rencontre les centrales syndicales, c'est peut-être une piste effectivement à explorer. Mais moi je
dit, l'exécutif, c'est l'exécutif. Et l'interlocuteur donc, du monde syndical, c'est l'exécutif. Qu'il soit représenté par le ministre ou le premier ministre ou le président, le plus important, c'est ce qu'on sort de la discussion. Alors, à vous entendre attentivement, vous êtes celui-là qui essaie d'amadouer les deux partis, syndicat, gouvernement. Vous ne voulez pas prendre position clairement sur les luttes syndicales au Burkina Faso. Faut-il, oui ou non, dire clairement aux organisations syndicales, trop c'est trop? Il faut dialoguer pour arriver à des solutions. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on doit, j'allais dire, mater une partie effectivement de la population? Les syndicalistes du Burkina Faso, ce n'est pas des Vietnamiens, c'est quand même des Burkinabés. C'est comme des gens qui posent des problèmes réels. Comment on règle ces problèmes-là en disant, voilà ce que le pays peut, voilà ce que le pays ne peut pas. Et l'opinion, effectivement, est à même d'apprécier. C'est ça la responsabilité. Le problème, ce n'est pas de dire il y a une guerre entre effectivement donc, un pouvoir et un syndicat, il faut faire ceci, cela. Ce n'est jamais la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que le problème soit connu. J'ai bien dit, on ne peut pas avoir certaines revendications qui sont des revendications libres et on a des accords mouta-mouta. Regardez aujourd'hui la question de fonds communs. On ne sait même pas exactement souvent les accords qui sont faits. Comment est-ce qu'on veut que l'opinion puisse effectivement nous départager? Parce que l'opinion n'a même pas la bonne information sur certaines choses effectivement qui sont faites. Mais qui doit rendre public les informations sur le fonds commun? Mais les deux parties devraient être fiers. Ceux qui posent les plateformes, effectivement, qui disent que c'est pour l'amélioration de leurs conditions de vie, devraient être fiers de brandir leur plateforme pour qu'on les connaisse. Le gouvernement qui s'est engagé sur ce genre de choses devrait jouer à la transparence pour qu'on connaisse où se trouve le problème. Il n'y a pas d'accord secret entre gouvernement et syndicat. Mais pourquoi c'est quand même l'argent public? Le dernier accord qui a été signé entre les agents du Trésor et le gouvernement, personne ne connaît le contenu. Alors que c'est l'argent public. Pourquoi est-ce qu'on nous cache? C'est de l'argent public. Pourquoi est-ce qu'on devrait nous cacher? C'est la tyrannie nationale. C'est quand même les taxes et les impôts. C'est l'argent de l'endettement parce qu'on ne produit pas assez. Et c'est pour cela que je vous dis que notre masse à partager, notre, j'allais dire, corbeille nationale, notre tyrannie nationale, là, mais elle est basée sur les taxes, les impôts et la dette. Et c'est ces taxes, ces impôts et la dette là sur lesquels évidemment on se bat, on se partage là-dessus. Et les autres Burkinabés n'ont pas le droit de savoir. Pour quelle raison? Donc il faut un débat national, fonds commun, statut particulier, il faut ouvrir le débat au plan national selon vous. Il faut, après ces accords-là, à un moment donné, poser ces problèmes-là, débattre et trancher. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a à peu près une vingtaine. Qui vous dit qu'il n'y aura pas d'autres fonds communs qui vont être réclamés? Et qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Est-ce que c'est tenable? Et je dis pourquoi il faut traiter les problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas des questions, effectivement, donc c'est le président Roch Marc Christian qui est au pouvoir. Toute personne qui sera amené à gérer ce pays dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Toutes ces questions fondamentales, si elles ne sont pas traitées, elles nous rattraperont tous. C'est ça la question. C'est ça le sujet. Alors, continuons toujours dans le même débat d'idées aujourd'hui sur les luttes syndicales au Burkina Faso. Il y a naturellement donc ces questions classiques de dialogue dont vous avez fait cas tout à l'heure. Au Burkina Faso, on a l'impression que finalement c'est un dialogue de sourds. Qui ne dit pas la vérité dans ces discussions gouvernement-syndicat? Je pense qu'il faut... pour chaque sujet, situer les responsabilités. Et au risque effectivement donc, de faire un inventaire, je prends la question de la loi 081. Elle avait été votée sous la transition et il consistait effectivement donc, à sa mise en œuvre. Le gouvernement s'est engagé effectivement là-dessus, elle a été mise en œuvre. Je pense que ça a permis d'apporter des solutions donc, à un certain nombre de revendications. Il y a la question effectivement donc, des magistrats qui a connu en tout cas des accords sur la transition et il restait effectivement donc, à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et ensuite, on a les différentes plateformes qui ont été développées dans un certain nombre de ministères qui ont connu pour certaines des solutions, et il y en a d'autres effectivement donc, qui sont restés en suspens. On a connu la grève au niveau donc, des médecins, où on disait effectivement donc, sur soixantaine de points, il y en a une cinquantaine qui ont été résolus et d'autres pas, et ça continue effectivement à s'enliser jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Moi je dis, dès le départ, un combat qui est inévitable, une baraque qui est inévitable là, il vaut mieux effectivement donc, la mener dès le départ. Donc il a manqué de l'anticipation de la part du gouvernement, sans doute. Ah oui, je pense effectivement donc, sur la question donc, du dialogue social, il était nécessaire effectivement donc, d'anticiper. C'est pour cela que nous avons prévu effectivement qu'il y ait une démarche qui allait aboutir à une trêve sociale avec des accords qui sont pris parce que nous étions convaincus que cette situation-là, nous allons arriver effectivement parce que nous avons été libérés les 30 et 31 octobre. Nous avons acquis c'est comme si on était sur une chape de plomb et on a été libérés. Le 15 septembre, après le putsch, on a réussi à chasser le RSP, qui était une structure effectivement donc, qui menaçait les gens. Les Burkinabés ont conquis effectivement une liberté. Et si on n'arrive pas effectivement donc, à se parler de manière responsable, effectivement,
on peut effectivement, donc, dans cette situation de liberté acquise, là, effectivement, donc, faire suffisamment de bêtises et nous nuire à nous-mêmes. Et c'est pour cela que c'est le dialogue. Nous ne sommes pas sur le bon chemin de tous les combats, de toutes les victoires engrangées par la population actuellement, selon vous? Je pense que cette liberté qui ont été acquises, je pense que ces acquis qui ont été obtenus, je pense que ces avancées démocratiques qui ont été obtenues, effectivement, là, doivent nous amener aussi à ce que nous discutions de manière responsable. Regardez la question de l'incivisme. Regardez comment aujourd'hui, on défend un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et aujourd'hui, on veut se rendre justice soi-même. Regardez comment est-ce que, il y a eu le cas emblématique, effectivement, donc, de Adja Divine, où les gens sont capables, effectivement, donc, de frapper, de se rendre justice parce qu'une personne est... Mais les Burkinabés n'ont plus confiance à la justice. C'est aussi ça, peut-être, l'explication. Mais quand je parle effectivement donc de problème des institutions, c'est ça, là on parlait de l'exécutif, aujourd'hui on parle de la justice, on doit travailler à redorer le blason effectivement de cette justice-là. Et je pense que le pacte sur le pacte pour le renouveau de la justice devrait permettre effectivement donc de juguler un certain nombre de problèmes. Vous avez bien dit devrait parce qu'ils ne sont pas nombreux à croire dans ce document, il n'y a que les signataires, on ne sait même plus finalement où ils sont aujourd'hui. Beaucoup avaient contesté la manière de rédiger ce document en question. Non, mais finalement le document a été adopté et budgétisé, je pense que c'est passé en conseil des ministres et je pense que un certain nombre de choses aujourd'hui sont en train d'être faites au niveau donc de la justice et les magistrats aujourd'hui sont certainement dans la dynamique de la mise en œuvre de ce pacte-là parce que moi je n'ai pas vu les magistrats contester et je pense que ça va permettre certainement donc d'aller de l'avant. En même temps, oui, je dis on a suffisamment donc de problèmes structurants qui font que aujourd'hui si on ne les règle pas, je vous prends un exemple. Lorsqu'il y a eu les programmes d'ajustement structurel, et la partie régalienne qui constitue l'État, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la justice, il y a eu suffisamment de coupes budgétaires à ce niveau-là. Ce qui n'a pas permis de continuer à construire l'État, parce qu'à chaque fois qu'on construit l'État, on construit la nation. Regardez aujourd'hui les phénomènes qu'on a aujourd'hui. S'il n'y a pas d'État, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens pour la défense, il n'y a pas de moyens pour la sécurité, il n'y a pas de moyens pour l'éducation. Donc, tout le système, toute la partie régalienne, effectivement, s'est effondrée. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le fait que les gens se disent de justice. On a le fait qu'il y a même des replis identitaires et des replis communautaires qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'État. Quand il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation. Oui, mais quand il n'y a pas d'État, la responsabilité incombe à qui? La responsabilité... Parce qu'en 2015, il y a eu ce qu'on appelle des élections démocratiques libres et transparentes. Les Burkinabés ont confié leur destin à des personnes en qui ils se sont dit, c'est ceux-là qui peuvent régler nos problèmes. Donc finalement, vous savez qui est responsable de cette situation aujourd'hui? Vous ramenez l'État aux autorités. Mais naturellement. Les Burkinabés sont tellement étatistes et finalement on a fini par confondre uniquement l'État. Ah, donc il faut abandonner ce paternalisme lié aux autorités pour s'autocritiquer soi-même par rapport à la gestion actuelle du pays. C'est ce que vous voulez? Il faut critiquer les autorités. Il faut condamner les dérives. Il faut faire des propositions et il faut construire le renouveau sur des nouveaux fondamentaux. Je m'explique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, à la fois, les mêmes personnes, parce que j'en parle à la responsabilité de tout le monde, les mêmes personnes ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'on condamnait ce que les populations ont fait à Adja Divine, en disant qu'ils se rendent justice elle-même, prétendument sur le fait que la dame, elle a... je sais pas, voler un bébé, et que ce n'est pas normal. Et les mêmes personnes acceptent que les corleros font une justice privée pour rendre justice à des gens qui sont, des présumés coupables de vol de bétail. Il y a une incohérence effectivement dans la démarche des Burkinabés. Est-ce que ça, c'est le problème de l'État? Lorsque vous êtes entrepreneur, vraiment à notre cas, et que vous gagnez un marché public, vous le bâclez, vous ne le réalisez pas. Est-ce que aujourd'hui, vous qui avez eu le marché public, effectivement, donc, qui est de la commande publique que vous n'aimez pas, est-ce que c'est de la responsabilité des autorités lorsque vous refusez, effectivement, donc, de réaliser votre marché normal? Est-ce que les autorités sont obligées de donner les marchés aux mêmes entrepreneurs qui exécutent mal les chantiers? Parce que la réalité est là aussi. Ça, c'est une question de responsabilité des autorités. Mais il y a la responsabilité des citoyens dans cette affaire. Parce que je vais vous dire une chose. Un entrepreneur véreux doit être mis au banc des accusés. Pourquoi les mêmes entrepreneurs continuent de bénéficier des marchés publics? Voici expliquer ça, on va comprendre. Un entrepreneur véreux doit effectivement être mis au banc des accusés. Il ne devrait pas pouvoir, effectivement, donc, lorsqu'il déconne dans la même situation, j'allais dire, effectivement, donc, être attributeur. Mais je dis, que disent nos lois? Nos lois disent quoi? Lorsque vous avez eu un marché public et que vous l'avez exécuté, la loi prévoit effectivement que vous soyez sanctionné sur le même marché. La loi ne prévoit pas que vous ne puissiez pas soumissionner par rapport à d'autres marchés. Donc vous voulez dire qu'il y a insuffisance des textes à ce niveau-là, il faut peut-être revoir la réglementation. Oui, on a parlé de la COP
où des choses ont été faites à ce niveau. Oui, au niveau de l'ARCOP, c'est quand même une structure qui permet aujourd'hui de trancher des litiges à travers donc, une structure interne de l'ARCOP. Mais c'est pas l'ARCOP, effectivement, est une structure d'application donc des lois et des règles, en fait. Et elle ne produit pas la loi. Mais je pense simplement qu'à tous les niveaux, on peut prendre suffisamment d'exemples pour montrer que il faut refonder les choses. On a des problèmes aujourd'hui que les Burkinabés vivent parce que quand les gens se plaignent, prenons l'énergie par exemple. C'est la ruée vers le soleil. C'est la ruée vers le soleil, mais en même temps, la solution, ce n'est pas uniquement donc de faire des centrales solaires. La solution, c'est à la fois, pendant qu'on fait les centrales solaires, c'est que l'argent de la TPA, l'argent au niveau donc de la FAFPA, la taxe professionnelle, servent à former les ouvriers, les techniciens, à la maintenance et à l'exploitation effectivement donc des différentes installations qu'on attend de faire. Parce qu'à un moment donné, on va aller dans le solaire, mais on n'a pas suffisamment de gens formés pour faire l'exploitation et la maintenance. Quand vous prenez, pour rester dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, du gaz, vous regardez au Burkina Faso, les chiffres on double chaque 5 ans. C'est-à-dire qu'on a une augmentation régulière de 20% chaque 5 ans. Donc, quand on trouve des solutions, on doit trouver des solutions qui nous permettent donc de dépasser le temps. La question du gaz, c'est la même chose. Donc, je vais dire, ce que vous pensez que c'est uniquement parce qu'il y a une autorité, effectivement, donc, qu'on doit juguler les choses maintenant, je dis qu'il va falloir qu'on reprenne un peu les fondamentaux. Mais l'exemple doit venir d'en haut, on le dit, tout le monde le dit. Mais si aujourd'hui, les gens veulent avoir de bonnes intentions, de bonne foi par rapport à leur pays et qu'on voit dans les journaux tous les jours des détournements d'argent, des gens qui se permettent de s'amuser avec l'argent du contribuable, comment voulez-vous que le peuple fasse confiance et ait un comportement différent des responsables? Parce que c'est eux qui doivent donner le bon exemple tout de même. Lorsqu'il y a eu la transition, il y a eu cette loi du RENLAC qui a été votée, qui a été régulièrement repoussée sur l'ancien régime, et la transition a permis de voter cette loi-là. Et aujourd'hui, on a l'outil, l'arsenal juridique nécessaire pour sanctionner ceux qui détournent. Et c'est pour cela que le rôle de la société civile, le rôle effectivement donc des autres acteurs, c'est de continuer à dénoncer. Le rôle des journalistes, c'est de continuer à dénoncer, à mettre ces affaires-là sur la place publique. Et le rôle de la justice, effectivement, c'est de prendre ces problèmes-là à bras le corps, pour les traiter, pour donner effectivement l'exemple, pour sanctionner les gens, pour ne pas que le peu qu'on a, si une catégorie de personnes... Et si tout ça s'est fait, un responsable d'institution, par exemple, qui se retrouve au banc des accusés, avec le nom qui est cité dans beaucoup de détournements d'argent, qui reste à son poste, alors que c'est l'autorité politique qui doit l'enlever, finalement, vous voulez que le peuple pense quoi? Il est clair que avant qu'il y ait même la sanction au niveau donc de la justice, lorsque quelqu'un est soupçonné, s'il y a des preuves, notamment les rapports de la SCE aujourd'hui, qui montrent que clairement quelqu'un est responsable effectivement donc d'un détournement, il me semble qu'il peut avoir des mesures administratives déjà, des mesures conservatoires pour ne pas qu'il continue à rester à son poste. Parce que lorsqu'il a son poste, il donne non, complètement sur ce point-là. Il donne l'exemple effectivement, donc il ne donne pas le bon exemple. Il permet à ceux, si c'est un chef de service, ça permet à tous ceux qui travaillent à ce niveau-là de se dire que ben, on peut bien être un chef de service, on détourne, à partir du moment où on n'est pas encore passé au niveau de la justice, on est encore à son poste. L'autorité effectivement donc, doit prendre des sanctions administratives. Les gens doivent passer en conseil de discipline si ça existe effectivement dans ces structures-là. On ne peut pas laisser les gens. Et les politiques doivent donner l'exemple, comme vous avez dit, en ayant effectivement un comportement responsable. Parce que, comme on a dit, le poisson pourrit par la tête. Les politiques doivent donner effectivement l'exemple en évitant. C'est d'ailleurs pour cela que les lois permettent aujourd'hui que les gens font les déclarations de biens, que les gens montrent leur patrimoine lorsqu'ils rentrent en fonction, qu'à la fin effectivement donc, de leur mission, qu'ils puissent déclarer leurs différents patrimoines pour qu'on puisse apprécier. Et je pense que c'est de cette manière-là que le citoyen, le gouverné, va pouvoir effectivement prendre l'exemple sur le gouvernant. Voilà qui est bien dit, Harouna Kabore. Il faut qu'on évolue dans l'émission. Nous sommes nettement pris par le temps. Ça va très vite avec vous. Parlons à présent des organisations de la société civile. Vous avez dit que leur rôle, c'est de dénoncer, mais tel que ça se présente aujourd'hui, il y a une tendance globale à la reprise des activités des organisations de la société civile. Et vous qui avez lutté avec certains de vos camarades qui ont changé de bord aujourd'hui, est-ce que vous trouvez tout ça pathétique, finalement, au Burkina? La société civile est régie effectivement donc, par des règles, il y a une loi. Et mieux, le Conseil national des OSC a élaboré un code de bonne conduite. Normalement, on devrait s'en inspirer. Normalement, on devrait mener nos combats en restant effectivement donc, dans notre rôle. Et le rôle de la société civile, c'est la veille citoyenne. On doit interpeller, on doit critiquer, on doit faire des contributions, on doit participer effectivement à des actions de développement. C'est pour cela que je veux dire que la société civile, elle est plurielle.
elle est plus liée. Vous avez suffisamment d'organisations de la société civile qui sont dans ce travail-là. Burkina International, on essaie de produire des idées, on essaie de critiquer, on fait des analyses. Le CGD le fait. Free Afrique aujourd'hui a produit un rapport sur un certain nombre de choses. Beaucoup d'organisations de la société civile effectivement font des choses pareilles. Il y en a qui ne font pas les mêmes types d'activités. Il y en a qui sont dans la sensibilisation au niveau des sites. On oublie ceux-là. On oublie ces sociétés civiles qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine donc, de la sensibilisation, l'éducation routière. On oublie ces organisations de la société civile-là et on a l'impression que la société civile se limite au mouvement spécifique. Non. Il y a un gros travail effectivement donc, qui est fait à d'autres niveaux. Ils ne sont pas devant les caméras, mais ils font un gros travail. Il y a ceux qui travaillent dans le domaine du genre, ceux qui travaillent dans le domaine du microcrédit. Il y a ceux qui se trouvent effectivement dans la prise en charge des malades. Il y en a plein. Et beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes avec qui vous avez lutté pendant l'insurrection, pendant le coup d'État, sortent aujourd'hui pour dire nous avons soutenu le MPP aujourd'hui, le MPP ne fait plus notre affaire. Est-ce que vous aussi vous êtes dans cette dynamique? Vous regrettez un peu tous les événements que le pays a connus parce que la ligne ne bouge pas comme il se doit? D'abord, moi je ne milite pas dans un parti politique. Vous n'avez pas la carte du MPP? Je ne sais pas où se trouve le siège du MPP. Je ne milite pas dans un parti politique. J'ai toujours affiché clairement effectivement le fait que je sois apartisan. Et si un jour je devrais militer dans un parti politique aussi, ça se saurait parce que je ne m'interdis rien. Ce que je vais dire, je n'avais pas connaissance de lorsqu'on se battait, lorsqu'on était engagé effectivement donc, dans la rue, lorsqu'on faisait face au bal assassin donc, du RSP. Ce n'était pas pour la démocratie, ce n'était pas pour l'alternance, ce n'était pas pour les droits démocratiques, ce n'était pas pour la lutte contre l'impunité, contre la corruption. Moi, j'avais foi effectivement que tout le monde était dans ce combat-là. Il n'y avait pas de calcul. Donc, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, aujourd'hui, j'ai toujours dit que l'insurrection populaire n'est pas l'affaire du débat politique, mais c'est le résultat d'un rapport de force. Voilà. Donc le débat politique, lui, il continue. Les gens continuent de défendre les idéaux pour lesquels ils sont battus. Les gens continuent de défendre leurs convictions. Et ceux, effectivement, donc, qui estiment effectivement donc, qu'ils étaient ici ou là et qui sont tradis, effectivement, et qu'ils choisissent effectivement d'autres manières effectivement, de l'exprimer, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais certains de vos anciens camarades de lutte ont totalement fait cause maintenant pour ce débat immense qui se mène. Plus rien ne va dans ce pays, tout est pire qu'avant. Est-ce que c'est vous votre constat aussi? Je pense que je fais partie de ceux qui ne vont jamais avoir une nostalgie par rapport au passé dépassé. Je n'ai aucune nostalgie par rapport au départ dépassé parce que je pense qu'on a fait un grand bond. On a fait un grand bond avec l'insurrection populaire, on a fait un grand bond avec la résistance. Il n'y a qu'à regarder ce qui a été fait jusque-là. Et je suis sûr que pour moi, le travail n'est pas terminé, d'autant plus que la refondation complète du Burkina Faso va se installer sur plusieurs années. Et ça va se faire par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en partie, ça va se faire par d'autres personnes qui vont prendre la relève et on va continuer et nous allons obtenir des résultats si et seulement si on prend les bons chemins, les bonnes voies pour y aller. Je ne pense pas un seul instant qu'il y a à déchanter, à regretter effectivement le combat qu'on a mené parce que ce serait suicidaire. Absolument rien. Je ne regrette aucun de mes combats que j'ai menés depuis l'AESO, depuis l'UGEB, depuis la NEB, depuis l'AEBF à Paris, depuis la lutte du collectif, depuis le COFANZO, je ne regrette aucune de ces luttes-là. Et je remercie plutôt Dieu d'être toujours en vie parce que y a certains de nos camarades qui sont tombés, qui sont au cimetière de Gonguin. Et je pense aujourd'hui qu'on est on est les plus chanceux. Alors, Boribana a vu le jour, finalement c'est Collectif Dignité ensuite, deux organisations de la société civile qui se combattent clairement sur la place publique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils gagneraient à s'entendre pour parler du développement du pays? Je pense tout simplement que toutes les organisations de la société civile doivent continuer le combat citoyen, doivent continuer la veille citoyenne, doivent continuer les critiques, doivent continuer les propositions, doivent continuer, j'allais dire, les interpellations, mais en restant responsables. En étant responsable, en ne travaillant pas effectivement donc à envenimer la situation, en ayant un minimum effectivement donc d'éthique dans la façon de faire pour qu'ensemble on puisse donc progresser. Actuellement, il n'y a pas d'éthique selon vous? Il y a des graves problèmes effectivement. Je vais vous dire une chose. Lorsque on est aujourd'hui dans une certaine forme de dérive langagière dans la façon de poser les problèmes, ça ne participe pas effectivement donc à assainir le climat ou du moins à apaiser le climat social. Parce que, mais c'est fait à dessein, non, naturellement. C'est un combat, comme vous l'avez dit, c'est un rapport de force. Oui, mais vous allez voir où se trouvent aussi les responsabilités. Vous savez, avec, j'allais dire, la croissance démographique, avec la libéralisation des hommes, sans promotion de contenu dans les programmes donc, des médias, avec le fait qu'on a accès aux télévisions internationales et du monde, ça aiguise les appétits, les façons de faire.
Il y a tellement de choses effectivement à ce niveau-là. Donc quand vous allez voir comment on s'exprime aujourd'hui, comment on pose les problèmes aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui, il y a un problème de régulation, d'autorégulation à tous les niveaux. Et c'est aussi, si je me permets sur votre plateau aujourd'hui, une responsabilité des médias. Parce que pour moi, l'information, c'est collecter, traiter et diffuser. Pour moi, l'information, ce n'est pas collecter et diffuser. Donc, il a dit souvent qu'on voit des choses, évidemment, on a l'impression que l'information n'a pas été traitée. Vous n'allez pas accuser les médias parce que toutes les personnes qui parlent sur les médias assument leurs propos. Celui qui se sent lésé peut aller porter plainte. Hein. Ce n'est pas aux médias d'être responsable des propos de qui que ce soit. C'est suffisamment clair. Non, ce n'est pas les propos. Le rôle aussi du journaliste, c'est certainement de collecter, de traiter l'information. Vous, les mêmes acteurs qui allez sortir pour dire que les médias font de la censure ou de l'autocensure. On ne demande pas de censurer les gens. On demande de collecter, de traiter, de diffuser l'information. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne demande pas de censurer. À d'autres éléments, parce que le journalisme va au-delà des 3 éléments que vous venez de citer. Merci beaucoup. Évoluons pour pouvoir gagner. Je ne vais pas mourir ou dormir bête ce soir, j'aurais appris quelque chose de plus de vous. Alors, je pense tout simplement que il faut effectivement qu'il y ait de la responsabilité. C'est de la responsabilité qui s'appelle. Parce que lorsque chacun de nous pose des actes, on doit se poser la question de savoir what is the result at the end of the day? C'est quoi le résultat à la fin de la journée? Est-ce que j'ai fait avancer réellement mon pays? Est-ce que j'ai fait réellement avancer ma famille? Est-ce que j'ai fait avancer la fraternité? Est-ce que j'ai fait avancer le vivre ensemble? Est-ce que j'ai ramené mon pays en arrière? C'est ça la question. Une fois qu'on se pose ces bonnes questions, on sort de l'égoïsme. On sort effectivement donc du matu-vu. On sort effectivement donc de la propension effectivement donc au sniping. On est des snipers. On sort de là et puis on essaie d'être responsable. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair, Haruna Kaboré. On continue parce qu'il y a un autre élément. Le PNDS, on en parle parce qu'on vous a vu au devant pendant les travaux de la rencontre de Paris. Vous avez même promis plusieurs millions de francs CFA. Mais beaucoup de Burkinabés sont tombés à la renverse. On dit, mais vous venez d'où? Vous avez eu tout cet argent-là pour promettre autant d'investissements pour le Burkina Faso? D'accord. D'abord, je viens du Burkina Faso pour certainement préciser. Je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est vrai que les médias ne nous connaissent uniquement que sur l'angle de notre engagement citoyen. C'est normal. C'est par là, effectivement, donc, que beaucoup de jeunes, effectivement, ont été connus. Mais je veux rassurer les uns et les autres que je suis chef d'entreprise. Et ce n'est pas le lieu de faire la publicité de mes boîtes, mais j'ai quand même 3 entreprises, une SARL ici, une SARL en Côte d'Ivoire, une société anonyme au Burkina Faso. J'en ai 3. Et une de mes entreprises est dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et tout ce que vous pouvez savoir dans le domaine de l'énergie. Lorsqu'il y a eu le référentiel qui a été adopté, qui est le PNDS, j'ai fait aussi le voyage de Paris comme tous les chefs d'entreprise. Mais en amont, j'avais visité des partenaires en France, en Turquie et en Allemagne, parce que, figurez-vous, j'ai étudié en Europe avant de rentrer. Donc, j'ai pas mal de promotions qui travaillent dans des boîtes, que ce soit dans les banques, que ce soit dans pas mal de structures. Et je fais un travail de fond. Parce que je me suis dit, il y a un combat national qui est en train de se mener. Il va falloir lever des fonds, effectivement, donc, pour pouvoir venir financer ce référentiel-là. Et moi-même, je suis intéressé par un certain nombre de projets, notamment au niveau de l'énergie, où il y a à peu près 80 mégas à construire. Donc, je suis allé voir des partenaires et j'ai réussi effectivement à les mobiliser. Ils se sont engagés avec mon entreprise d'énergie pour aller effectivement dans ces projets de partenariat public-là. Et ça fait combien de millions? Et lorsque nous faisions la rencontre à Paris, j'étais déjà à une mobilisation de 53 millions d'euros, à peu près 34 milliards, mais je suis rentré au pays un mois après, en continuant mon travail, où j'ai adressé une lettre d'engagement en termes de financement de 174 millions d'euros, à peu près 134 milliards de francs CFA, au ministère des Finances, à celui, effectivement, de l'énergie. Et aujourd'hui, je dis, si demain matin, on nous demande de venir réaliser les 80 mégas, nous sommes prêts et nous avons les moyens pour le faire. Ce n'est pas sorcier, c'est juste une démarche, effectivement, de mobilisation de partenaires que nous avons fait à travers le monde entier, parce qu'il y a la possibilité, lorsque vous arrivez à prouver que dans votre pays, il y a la stabilité. Dans votre pays, lorsqu'un entrepreneur a des problèmes, la justice, effectivement, on tranche de manière normale. Lorsque vous arrivez à prouver que le climat des affaires est favorable, lorsque vous démontrez que vous-même, vous êtes une entreprise qui est capable de rassurer les gens qui viennent, vous êtes capable, effectivement, de mobiliser l'impact. Il y a suffisamment d'argent dans le monde entier pour financer le développement. Voilà qui est bien dit. Haruna Kaboré, dites-nous en quelques mots, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Roch Marc Christian Kaboré? Parce que pour beaucoup, vous avez basculé du côté du MPP aujourd'hui, même si vous avez dit que vous n'avez plus la carte du parti. Et je le répète, je pense que tous les militants sincères du MPP qui sont mes amis, j'en ai dans l'opposition, j'en ai un peu partout, effectivement, savent très bien, effectivement, que je ne milite pas dans un parti politique. C'est le plus important. En ce qui concerne le président Roch Kaboré, vous savez,
Moi, j'ai découvert les hommes politiques burkinabés, hein, ceux qui sont à un certain niveau, à travers la lutte donc, du SEFOP qui a abouti au 30-31 octobre, et à travers certainement donc, la résistance. Je ne connaissais pas le président du Faso avant ces luttes-là. Mais durant ces luttes, le président du Faso était président d'un parti politique, et j'étais l'un des porte-parole de la coordination d'OSC. Donc nous avons eu l'occasion effectivement donc lors des rencontres effectivement donc du cadre de concertation des partis politiques à fréquenter suffisamment effectivement donc d'hommes politiques parce qu'il fallait faire la résistance, il fallait faire un certain nombre de choses. Et je pense effectivement donc que les premiers contacts datent de cela. Après cela, Roch Marc Christian Kaboré a été élu président du Faso. Notre think tank a décidé d'organiser effectivement donc un colloque international sur la relance économique parce que nous pensions effectivement donc qu'il y avait des urgences. Il était là, il est venu vous soutenir, oui. On allait le voir, le comité scientifique présidé par l'ancien ministre Yaro. Nous sommes allés le voir avec l'ensemble des experts. Il a accepté effectivement donc porter l'activité parce que le portage de l'activité effectivement est très important par rapport à la mise en œuvre après. Et le colloque effectivement était un franc succès en termes de mobilisation. Et après, nous avons eu l'occasion effectivement donc, de rencontrer le président pour la remise de rapport et aussi dans le cadre donc, de la mise en œuvre donc, des recommandations du colloque, nous avons eu effectivement... Depuis lors, vous êtes en bonne intelligence. Je ne sais pas ce que vous appelez bonne intelligence, mais nous ne sommes pas effectivement donc, dans une situation où nous avons des problèmes effectivement donc, pour mettre en œuvre en tout cas les recommandations de colloque. Le président s'est engagé à nous accompagner dans ce cas-là et je pense aujourd'hui que les choses avancent parce que nous aurons l'occasion de faire un point quant à la mise en œuvre des recommandations de colloque. Voilà qui est bien. Une dernière question. Aruna Kaboré, que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensent que vous êtes un jeune opportuniste qui a mené un combat à un instant T, qui a obtenu gain de cause, qui a pu approcher les autorités actuelles, qui finalement se la coule douce tranquillement et qui ne veut plus lutter pour que le peuple puisse en bénéficier aussi. Merci pour l'information. Je ne savais pas effectivement qu'il y avait des gens qui disent cela. Je n'ai pas encore vu le rapport. Mais si comme vous m'informez, je voulais vous rassurer d'une seule chose. Il y a un problème. Vous dites que vous êtes informé, vous avez des gens qui vous discutent avec vous, vous avez des informations. Même non, je n'avais pas cette information en particulier, mais c'est une bonne chose. Nous sommes sur le plateau, on va en parler. Vous savez, il y a un problème effectivement donc de culture générale. Il y a un problème effectivement donc de compréhension effectivement donc, même de la langue qu'on est en train de manier. Je ne sais pas ce que les gens appellent opportunisme, parce que souvent il y a un mélange de termes effectivement. Opportunisme, opportunité, compromis, compromission. Et il y a tellement de sujets effectivement donc quand on utilise, quand on fait des amalgames inutiles effectivement. Mais je vais vous rassurer, si je dois me mettre depuis que je suis à l'ANEP, à l'UGEB, à la lutte du collectif effectivement donc, à répondre à tout cela effectivement donc qui est un problème effectivement donc personnel qui tente effectivement donc de les ramener dans les débats effectivement là, je n'y arriverai pas. Du reste, moi j'ai eu une enfance, je l'ai dit, très heureuse. Autour donc des orangers, des avocats, des ignames effectivement. J'ai eu une famille, un père effectivement donc, qui était responsable des moussis, on va dire comme ça, en Côte d'Ivoire, où la marmite ne s'éteignait pas, où les gens venaient, c'était l'auberge effectivement. Et j'ai été éduqué effectivement donc, dans l'ambiance où il n'y a pas de haine, donc, où il n'y a pas... Avec la cuillère dans la bouche. C'est totalement différent. Je parle effectivement donc dans une ambiance où il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de jalousie aucune effectivement, où c'était le partage d'une manière ou de l'autre. Et c'est ce que j'ai voulu garder aujourd'hui, c'est ce que je transmets aujourd'hui à mes enfants. Ce qui fait que moi, je ne veux pas tomber dans la démarche de ceux qui ont de la haine, de la jalousie, qui font des calomnies, qui font des montages, qui racontent n'importe quoi, comme vous le dites effectivement. Je ne vais pas tomber dans cela parce que je vais garder les valeurs pour lesquelles moi j'étais éduqué. Je ne vais pas effectivement donc aller dans ce sens. Pourquoi je vous dis cela? On va aller rapidement. Et je pense effectivement donc que tous ceux effectivement donc qui travaillent effectivement donc au dénigrement d'une manière ou d'autre. Vous savez, il ne faut pas les attaquer. Il ne faut pas en faire autant. Il faut savoir que ce sont des gens qui ont des souffrances. C'est des gens qui ont des problèmes. C'est des gens, certainement, qu'il faut aider effectivement donc, à se remettre. C'est des gens qu'il faut peut-être un autre PNDS, un programme national pour le désenvoûtement, je l'ai dit, des experts en sorcellerie. Merci pour le néologisme que vous venez de créer sur Burkina Info. Bien gentil. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci aux fidèles téléspectateurs de Burkina Info qui nous ont suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Il a créé son mot. C'est un programme national pour le désenvoûtement des experts en sorcellerie. En sorcellerie, voilà. Programme national pour le désenvoûtement des experts en sorcellerie. Alors, signé Aruna Kaboré. Allez, très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et à très vite sur nos antennes. Bonsoir.